je dis et je le redis encore, je considère le bâtonnier Yondo Black comme le père du retour du Cameroun au multipartisme. Parce que s'il n'y avait pas eu Yondo Black, il n'y aurait jamais eu le SDF. Nous avons fait le déplacement effectivement pour les obsèques du bâtonnier Yondo Black, qui est effectivement une immense figure. Je vous dis une immense figure. Le mot est détestable, mais à titre personnel, chacun d'entre nous a évidemment envie de s'identifier à Yondo Black. L'avocat ne peut pas être seulement celui qui connaît les codes, qui connaît les articles par cœur. Je leur dis, vous avez, dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, on m'avait présenté également comme étant un enseignant. Et j'ai la chance parfois de les voir déjà au berceau, à un moment où ils sont en train de se façonner un projet, une réputation, un projet professionnel. Et je leur dis, c'est très bien de connaître les textes, les lois et autres, mais dans l'avocat, il y a autre chose. Il y a une dimension humaine qui exige évidemment le courage. Et il y a une chose que nous avons malheureusement perdue, l'aptitude à s'indigner. Or, on a retrouvé ça chez Maître Yondo Black. Donc, je pense que l'une des premières caractéristiques, tout bon avocat qui lui était par ailleurs, il y avait d'abord cette capacité-là à s'indigner. Non pas s'indigner pour lui, parce que je pense que Maître Yondo Black avait pratiquement tout pour vivre sur lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais veulent voir simplement, non pour seule ambition de vie, ambition citoyenne, que de vouloir voir leurs enfants grandir. Or, Yondo Black est sorti de lui-même. Je ne vais pas aller, j'ai vu que dans votre sujet, vous avez couplé à la fois Anissé et Canet et Yondo Black. Je pense qu'on peut effectivement les mettre tous les deux côte à côte parce qu'il y a là-dedans exactement la même trajectoire d'êtres humains. C'est tellement facile, je vous assure, de rester chez soi, d'être complaisant, de chanter les louanges du pouvoir en place. Je vous assure que même moi, ce serait le choix du confort. Je ne pense pas être plus bête que n'importe lequel de mes collègues ou confrères. J'aurais pu faire le même choix et dormir tranquille, être sûr que je vais pouvoir avoir et les marchés et les conférences et tout ce qu'on peut vouloir. Mais quand on sort un peu de chez soi et qu'on regarde simplement par sa fenêtre et qu'on voit les masures, on voit la misère, on voit ces enfants qui n'ont même pas, qui sont clochardisés, alors qu'il était possible de faire autrement, je pense qu'on doit pouvoir appeler ce qui nous dépasse. Faire ce qu'on appelle dans le football souvent un dépassement de fonction. Et Yondo Black a été celui-là. N'oubliez pas que historiquement, c'est Yondo Black qui, même si on pense toujours que c'est le SDF, c'est Yondo Black qui nous permet d'avoir, je ne parle pas de démocratie parce qu'on n'y est pas encore, on n'a pas commencé encore la démocratie, on est pour l'instant dans le multipartisme. Et un multipartisme même extrêmement piégeur. Mais au moins qui offre cette perspective, la diversité. C'est Yondo Black. C'est pas le SDF. Le SDF est venu s'engouffrer simplement quelques mois après. C'est pour ça qu'il y a confusion dans la brèche qu'a ouverte Yondo Black et où se sont engouffrées beaucoup d'autres personnes par la suite. Et ça, il fallait à ce moment-là un toupet, un culot, une once de folie pour pouvoir l'imaginer à cette époque-là où il y avait que, je ne sais pas si on avait déjà basculé dans le RDPC, mais il y a eu l'UNC, puis le RDPC par la suite. Et bien que rien ne l'interdise au départ, même dans les esprits, les gens estimaient que ce n'était pas faisable. C'est pour ça que je ne vous parle pas d'une époque sous Ahidjo, je vous parle d'une époque sous Biya. Le même Yondo Black a été poursuivi devant le tribunal militaire en raison de la simple demande qu'il faisait, qui est une demande d'application de la Constitution dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension. Je pense que cela méritera que de lui qu'il soit, je ne sais pas s'il y a un panthéon des hommes, des grands hommes, mais il fait partie aujourd'hui, je pense, des grands hommes de la République. Et comme il appartient à la corporation que j'ai choisie, la corporation des avocats, c'était un minimum que de venir lui rendre cet hommage-là. C'est la raison pour laquelle je pense que... Un hommage qui arrive à la suite d'un autre hommage. Il faut le rappeler, il y a quelques semaines, on a vu des anciens bâtonniers aller à la rencontre du bâtonnier Yondo Black justement pour le célébrer alors qu'il était encore vivant. Je crois que ça a dû faire, ça a dû retenir l'attention de l'opinion publique. Yondo Black était, et je crois aujourd'hui encore, je crois le seul avocat honoraire. Parce que l'honorariat dans la profession d'avocat est une qualité que vous donne le Conseil d'ordre. J'ai l'honneur également d'avoir participé à ce Conseil d'ordre-là, qu'il a rendu, qu'il a élevé à l'honorariat, et il n'y en a pas d'autre. Il n'est pourtant pas le premier avocat, il n'est pas le premier
il n'est pas le seul bâtonnier vivant, il y en a eu d'autres avant lui, il y en a encore qui continuent, et pourtant c'est le seul qu'on a élevé à cela. C'est pour vous dire un peu la considération qu'il pouvait avoir pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Et si vous discutez même avec le plus jeune des confrères, chacun d'entre nous a une histoire avec. Je pense que Yondo Black, c'est un peu l'idée, il est décédé à 87 ans, un peu plus de 87 ans, et pourtant, il aurait pu rester sur sa fortune. Il a épousé une femme française, une femme blanche. On aurait pu considérer que c'est un critère de l'ouverture pour d'autres cieux. Il aurait pu repartir en France pour y vivre avec son épouse en ayant demandé la nationalité française. Il a choisi de revenir au Cameroun, se battre avec les siens et avec nous tous. Et le plus petit d'entre nous avait toujours sa porte ouverte. Et vous avez chacun d'entre nous qui a une histoire personnelle avec lui. Et il n'a jamais fait de discrimination entre les gens de l'Ouest, les gens du littoral et autres personnes. Il faut d'ailleurs réfléchir aujourd'hui pour se rappeler. Moi, c'est quand j'ai vu les articulations du programme que je me suis rappelé que, ah oui, finalement, oui, Yondo Black, il est bien du littoral, parce que voilà, etc. Il n'y avait aucun clivage. Quelles que soient les différences que vous pouviez avoir entre vous, quelles que soient les différences d'âge, quelle que soit l'ancienneté, la célébrité qui était la sienne, quel que soit l'hommage, la grandeur qu'on pouvait lui attribuer, il restait un homme simple, un homme accessible. Et je pense que beaucoup de ceux qui combattent aujourd'hui Yondo Black, qui sont souvent les amis de M. Mott, auraient pu, à mon avis, au contraire, prendre école sur lui, parce que je crois qu'il ne disait pas autre chose que ce qu'il disait publiquement, même si on ne le retrouve pas souvent dans la vie pratique, la vie de tous les jours. Vous avez certainement entendu parler de Yondo Black. On parle beaucoup du procès Yondo Black. Chaque fois qu'on évoque le nom du bâtonnier, c'est la référence qui nous vient immédiatement à l'esprit. Ce procès avec Anissé Ekane, où en réalité, quoi, il nous disait la semaine dernière qu'il y avait 240 avocats. J'ai suivi le passage d'Henriette Ekoué où elle rappelait, n'est-ce pas, je vais dire, ces événements, 90, avec le maître Yondo Black, le bâtonnier Yondo Black, Anissé Ekane, paix à son âme, elle-même Henriette Ekoué. C'était assez douloureux d'entendre tout ce qu'elle racontait, les sévices qu'elle-même a dû subir comme femme dans des cellules infestes et autres. C'était assez difficile à écouter. Mais maître Yondo, c'est celui qui avait compris très tôt qu'il fallait développer la capacité à porter la douleur d'une maladie dont on n'est pas porteur. C'est ce que Maître Assira disait, n'est-ce pas, cette habilité à pouvoir s'indigner, non pas s'indigner des choses dont on est personnellement victime, mais s'indigner de la misère, de la pauvreté, de l'injustice des autres. C'est ce qui l'a obligé, n'est-ce pas, à sortir de son confort personnel dans les années 90. Maître Assira disait encore qu'il avait tout pour réussir, il avait tout eu, il avait tout pour vivre, n'est-ce pas, dans son cocon, n'est-ce pas, très confortable, mais il a compris que il n'y a pas de bonheur, n'est-ce pas, il y a de véritable bonheur que lorsqu'il est partagé. Et il avait très bien compris que dans les années 90, c'était difficile, il y avait comme une puanteur de misère et d'injustice sociale, et il s'est donc revêtu de, n'est-ce pas, de sa toge d'avocat, parce que l'avocat c'est aussi ça. Maître Claude Assira ne me démentira pas, au-delà, n'est-ce pas, de sa fonction, c'est quelqu'un qui assume une mission sociale, celle de s'élever contre les injustices, celle de s'élever contre les misères, contre tout ce qui touche à la dignité et à l'intégrité des êtres humains. Et donc, le grand bâtonnier, paix à son âme, n'est-ce pas, il était de ceux-là. Il avait compris qu'il ne fallait pas seulement utiliser l'avocature comme un support de vie, comme un moyen pour se faire des revenus, mais il avait compris qu'il fallait utiliser l'avocature pour aller, n'est-ce pas, construire une société beaucoup plus juste pour tout le monde, pour construire une société où il fait bon vivre pour tout le monde, où il construit une société où la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, leur place, où il ne faut pas être seulement très fort, très grand pour avoir une place dans la société. Il avait compris qu'il fallait justement, vous avez aujourd'hui centré votre thème, vous avez une thématique sur, n'est-ce pas, la liberté, les droits n'est-ce pas, des individus. Il avait compris, n'est-ce pas, qu'il fallait donc
porter sa touche pour aller défendre, n'est-ce pas, les libertés, les droits des individus qui se trouvaient confisqués. Et c'est ce qui a valu donc le procès devenu, je vais dire, légendaire. Procès où il est passé devant le tribunal militaire avec, je vais dire, à sa compagnie, Henriette Ekwe, Anissé Kané, un autre brave soldat, n'est-ce pas, un autre grand combattant des libertés, qui également nous a quittés ces derniers jours dans des conditions, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, voilà, Maître Yondo, il appartient, n'est-ce pas, à cette caste dont nous allons certainement vouloir, n'est-ce pas, voir leur nom inscrit au panthéon de l'histoire, le patrimoine, n'est-ce pas, des combats pour les libertés et, n'est-ce pas, la dignité des êtres humains dans notre pays. Alors, Edmond Kamgia, Maître Yondo Black, Anissé Kané, des figures de combat ou des figures de désordre? Vous voyez sourire. Naturellement, ce sont des figures de combat. Combat pour la liberté et la démocratie. Mais surtout le combat pour le retour du Cameroun au multipartisme. Moi, je dis, et je le redis encore, je considère le bâtonnier Yondo Black comme le père du retour du Cameroun au multipartisme. Le père parce qu'il est à la tête d'un mouvement, parmi lesquels vous avez cité Henriette Ekwe, Anissé Kané, il y avait Albert Moukon, il y avait Vincent Foucault, Francis Kouamoutonné et d'autres encore qui avaient été arrêtés le 19 février 1990 parce qu'on leur reprochait de s'être réunis pour rédiger un document appelé Appel du peuple, qui visait à mobiliser les citoyens, sensibiliser les compatriotes dans la perspective de créer un parti politique autre que l'Union nationale camerounaise, l'UNC, qui était le parti unique de fait à l'époque. Et on l'a évoqué sur ce plateau, il y a eu effectivement, après l'arrestation le 19 février 1990, il y a eu pendant 2 mois, le mois de mars, le mois d'avril, il y a eu un procès, retentissant procès, spectaculaire, au tribunal militaire de Yaoundé, avec plus de 300 avocats effectivement. Et il faut toujours le rappeler, qui était bâtonnier pendant le procès Yondo Black. Bernard Mouna, feu Bernard Mouna. C'est lui qui a mobilisé les avocats, l'ensemble du barreau, pour soutenir son prédécesseur bâtonnier. Parce que Yondo Black devient bâtonnier en 82. Son mandat c'est 82-86. Avant lui remplaçait Gordin Djinka. Mais après Yondo Black, c'est Bernard Mouna qui est bâtonnier de 86 à 92. Donc la période des années de Braise est marquée par un bâtonnier qui s'appelle Bernard Mouna, qui accompagne, qui soutient Yondo Black lorsqu'il est arrêté, jugé et condamné. Yondo Black, je retiens beaucoup de choses de lui parce que je suis, en fait, en 90, je suis pratiquement un jeune journaliste, 22 ans, je venais à peine d'avoir ma licence en droit, j'avais 22 ans lorsque l'affaire Yondo Black est connue, mobilise l'opinion nationale et internationale. Mais je fais personnellement sa connaissance en 1991. Lorsque je suis jeune reporter à la naissance de la Nouvelle Expression, dont je fais partie de la toute première équipe, la Nouvelle Expression, lorsque le journal numéro 1 du 28 février 1991 de la Nouvelle Expression paraît, je suis encore le seul avec Séverin Tchoulko de la toute première équipe. Je fais la connaissance de Yondo Black physiquement à partir de l'année 91, notamment lorsque l'idée, parce que c'est lui qui a l'idée de créer la coordination des partis et associations. Ce que Yondo et ses compagnons en 90 ont réussi à faire, la première chose qu'ils ont obtenue du président Paul Biya, ce sont un ensemble de lois. Et surtout, il y a une loi qui abroge l'ordonnance de 62 sur la subversion. Parce que Yondo Black avait été condamné pour subversion. Et Kanani s'est condamné pour subversion. Jean-Michel Tekan pour subversion. Donc, en 1990, la subversion légalement disparaît de notre arsenal juridique. Mais très vite, on s'est rendu compte que
des éléments de cette ordonnance de 62 sont revenus de manière scélérate dans certains textes, dont le code pénal, qui est revenu même avec la peine de mort, et surtout la loi qui porte répression des actes terroristes. Et je vous assure, elle rappelle fondamentalement tout ce qu'on avait abrogé en 90 et fait en sorte qu'on confonde allègrement le terrorisme avec tout citoyen. Un homme politique est jugé et condamné comme un terroriste. Un journaliste est arrêté, jugé et condamné comme un terroriste. Parce qu'il n'y a plus visiblement de différence entre le terroriste et un homme politique ou un leader de l'association qui lutte pour les libertés, qui demande l'application stricte de la loi. Et voyez-vous, je me retrouve dans une situation où je pleure Yondo Black, je pleure le bâtonnier, que j'ai personnellement connu, pendant la grande période des années de braise, pendant les villes mortes, pendant les réunions de la coordination des partis politiques et des associations, pendant le directoire de l'opposition, je pense également ici. Je vais citer beaucoup de personnes qui sont déjà décédées. Samuel Eboa, de regretter mémoire, premier président de l'UNDP. Il était le président du directoire, avant même Ni John Fundi. De regretter mémoire aussi, qui, et je le confirme, est devenu, à travers le SDF et l'Union pour le changement, en fait, le produit du travail de Yondo Black. Parce que s'il n'y avait pas eu Yondo Black, il n'y aurait jamais eu le SDF. Parce que Yondo Black et ses compagnons sont arrêtés en février. Il y a eu le procès entre mars et avril. Et le projet de la création d'un parti politique s'est matérialisé à travers le document qui donne naissance au Social Democratic Front. Mais il a fallu la marche historique du 26 mai 1990 à Bamenda et un homme, Ni John Fundi, pour porter, en fait, concrétiser le projet qui avait été amorcé par Yondo Black et ses camarades. Voilà comment, de façon rapide, je pourrais décrire comment Yondo Black a été au cœur de l'action politique, du combat pour la liberté et pour l'idéal des démocraties qui reste encore à concrétiser dans un pays qui garde au sein de son gouvernement des pontes du régime, qui lutte tous les jours contre les actions de liberté, contre les lois de liberté et qui font reculer le pays vers, j'allais dire, des moments qu'il faut ne pas regretter, des moments qu'il faut oublier, l'époque de la légalité d'exception, l'époque de la terreur, où on pouvait, et comme ça s'est passé avec le kidnapping, l'enlèvement des Canaanissés, on pouvait kidnapper des personnes, les déporter à Yaoundé, sans qu'ils ne soient jugés. On organise leur disparition physique. Voilà, nous sommes reculés, nous sommes retournés 50 ans en arrière. Or, je voudrais chuter par là. J'aurais aimé que Paul Biya, de son vivant, obtienne ce qu'il souhaite, ce qu'il a toujours souhaité depuis 90. Être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Malheureusement, pour la prospérité, on doit oublier. Mais la démocratie, c'était encore possible. Mais aujourd'hui, on recule c'est-à-dire les premiers, les balbutiements de la démocratie qu'il a voulu poser ont été totalement ou presque totalement balayés par ceux qui sont censés l'appliquer autour de lui. Et je voudrais terminer enfin pour rendre un vibrant hommage encore au bâtonnier Yondo Black, à Anissé et Kane également, parce que il y a une coïncidence forte. Je me demande pourquoi ça se passe comme ça. C'est-à-dire, Yondo Black est décédé le 16 octobre. Mais voyez-vous, quelque temps après, la mort d'Anissé et Kane est survenue dans les conditions que nous tous nous savons. Et je suis persuadé que si la loi, notamment le code de procédure pénale, avait été respecté, il ne serait pas décidé. Si le Cameroun avait appliqué la Constitution et tout l'arsenal juridique international que l'on sait dans le cadre de l'arrestation d'un citoyen, je pense qu'il ne serait pas mort. Donc, que les deux, aujourd'hui, on vient d'accompagner à cette dernière demeure Yondo Black. Demain, ce sera le cas d'Anissé et Kane. Je ne sais pas à qui le prochain tour, mais je souhaite, mon souhait, c'est que tous ceux-là, hier et aujourd'hui, continuent de lutter pour qu'il y ait
véritablement la liberté et la démocratie au Cameroun, puisse voir un jour la terre promise. J'appelle la terre promise le jour où on va respecter le citoyen camerounais, où ses droits seront respectés partout où il va se retrouver, lorsqu'il y aura la justice sociale. Parce que Yondo Black, c'est quelqu'un qui luttait contre les injustices. Et il vivait lui-même dans son entourage et partout où il allait, il matérialisait ses convictions. C'est un homme de droit, un homme de justice. Et il n'a pas eu la chance de voir un Cameroun totalement libre, totalement démocratique et vivre un Cameroun où règne la justice comme il aurait souhaité.